Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la French Care BPI France. Nous nous questionnons sur la transformation des systèmes de santé. Et transformer la santé, eh bien, c'est notamment en faire un écosystème durable. Les dispositifs médicaux jouent en effet un rôle essentiel dans le diagnostic, dans le traitement, dans le suivi des patients, mais leur fabrication, leur utilisation et puis leur élimination aussi ont un impact environnemental qui est non négligeable. Et c'est ce qu'on va voir avec nos trois invités. Alors un impact à travers la production de déchets plastiques, mais aussi la consommation d'énergie, mais aussi les émissions de CO2. On va voir tout ça donc avec nos trois invités. Je vais commencer par vous, Florent Surrugue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de communication du SNITEM, qui est le syndicat national de l'industrie des technologies médicales. Bonjour Louis Maillot. Bonjour. Vous êtes directeur de la technologie de RDS, qui est un capteur dédié à la télésurveillance médicale, on va en reparler. Et bonjour Aïcha Dou. Bonjour. Vous êtes responsable sectoriel santé à BPI France. Alors peut-être quelques précisions finalement sur ce que c'est qu'un DM, un dispositif médical. Ça regroupe un nombre très important de produits de nature et de destination variées. Il y en a environ 10 000 catégories selon l'OMS. Alors comme pour les médicaments, ces DM, ces dispositifs médicaux font l'objet d'une surveillance avant, pendant et bien sûr après leur mise sur le marché. Et dans le cadre de la transition écologique, il est évidemment crucial de penser leur conception, leur éco-conception même, leur durabilité, leur recyclage, sachant que le système de santé français, alors pas que les dispositifs médicaux, mais quand même pour donner une appréciation, émet entre 8 et 12% selon les évaluations des gaz à effet de serre au niveau national. Donc c'est pas négligeable. Une fois tout cela étant dit, je vais faire un premier tour de table et je vais vous demander de présenter vos différentes structures. On va commencer avec vous, Florent Surrugue, sur le SNITEM. Eh bien, merci. Donc, effectivement, le SNITEM, c'est le syndicat national de l'industrie des technologies médicales. Donc, c'est l'organisation professionnelle qui regroupe tous les fabricants de dispositifs médicaux. Aujourd'hui, ce syndicat, il comporte un peu plus de 600 entreprises. Ça va de la start-up à la filiale de groupe international et représente principalement tous les acteurs qui vont mettre sur le marché des dispositifs médicaux, que ce soit en ville, à l'hôpital ou directement chez des professionnels de santé ou chez le patient. Très bien. Aïcha Dou. Moi, je travaille chez BPI France, qui est banque du climat, mais qui est surtout la banque des PME et des ETI. Donc, nous faisons du financement et de l'investissement dans les PME start-up innovantes notamment, mais pas uniquement. Et donc c'est une banque du financement et de l'investissement pour les entreprises. Et également, nous accompagnons nos clients dans leur transition environnementale. Merci beaucoup. Et Louis Maillot, donc CTO de RDS. Tout à fait. Donc bonjour à tous. Donc RDS, c'est une start-up française. On est basé à Strasbourg. On est un projet initialement qui a été fondé à Palo Alto et qui est revenu s'installer en France en 2020. Notre produit phare, c'est le produit Multisense. C'est un produit qui a pour vocation de simplifier, sécuriser, faciliter le retour précoce à domicile des patients, en particulier après une chirurgie. Et donc il est composé d'un objet connecté qu'on voit ici sur le packaging, qu'on va mettre dans un kit, qui est celui que j'ai ici. Une infirmière va pouvoir le prendre, l'installer au chevet du patient, dans le dos du patient. Il y a un téléphone qui est fourni avec. Et ce téléphone va transférer les données, simplifier le transfert de données. Et on aura toutes les secondes, pendant typiquement 5 jours, des informations sur la physiologie du patient, le rythme cardiaque, la saturation en oxygène dans le sang. Et donc ça contribue à désengorger les services, en particulier post-chirurgicaux. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais maintenant qu'on voit ensemble cet enjeu environnemental des dispositifs médicaux. Peut-être quels sont, avec vous, Aïcha et Florent, les principaux impacts de ces dispositifs médicaux, les principaux impacts environnementaux. Qui veut commencer des deux ? Pour commencer, moi, je vais peut-être vous donner un chiffre qui est issu du think tank The Shift Project, dont vous avez énoncé précédemment l'impact environnemental des médicaments et du dispositif médicaux dans le système de santé. Pour les dispositifs médicaux, l'impact est
est calculé à 6,6 millions de tonnes d'équivalent CO2. Donc ça, c'est l'impact des gaz à effet de serre. Mais bien évidemment, sur tout le cycle de vie d'un dispositif médical, il y a des impacts, notamment au niveau des matières qui sont utilisées et extraites pour produire le dispositif médical. Il peut y avoir, malgré la réglementation, des impacts sur l'eau. Et aussi, que ce soit dans l'utilisation des dispositifs médicaux ou leur production. Et également, il y a les impacts sur la biodiversité par effet direct ou indirect à travers les GES. Donc ça, effectivement, c'est au niveau de la production, mais il y a aussi tout un enjeu aussi au niveau du recyclage, au niveau des déchets que ça peut générer, Florence Urrugue. Oui, effectivement. Donc peut-être pour préciser, déjà quand on parle de dispositif médical, on parle d'une infinité de produits et de solutions différentes. C'est vrai, donnez-nous quelques exemples finalement. Quelques exemples, parce que dispositif médical, c'est un terme qui n'est pas facile à appréhender tel quel. Ça va de l'abaisse-langue au scanner, en passant par les implants, les fauteuils roulants, les aides techniques, les pansements, voire quelques applications numériques qui vont également avoir ce statut, qui est un statut réglementaire de dispositif médical. Et donc l'impact d'un point de vue carbone, va se retrouver finalement sur toutes les étapes de la chaîne de valeur, de l'extraction des matières premières, parce qu'on a effectivement des industries qui vont utiliser du plastique, de la métallurgie, de l'électronique, de l'informatique, selon finalement les solutions qui vont être développées. Donc la fabrication va être potentiellement émettrice de carbone. Ensuite, il faut transporter la matière jusqu'au produit fini. Ensuite, l'emmener jusqu'à l'utilisateur, que ce soit à l'hôpital ou un professionnel de santé. Ensuite, dans sa vie de tous les jours, il va être utilisé. Donc la façon de l'utiliser aussi peut être émettrice de carbone. Et ensuite, dans la fin de vie, comment on l'élimine, où est-ce qu'on peut le recycler. Donc ça, c'est des enjeux. Effectivement, toute la chaîne doit être décomposée où à chaque fois, on a des potentiels d'émissions de carbone. Et qui dit potentiel d'émission, mais dit aussi potentiel peut-être d'amélioration des pratiques et de gains finalement sur ces enjeux. Et c'est vrai que pour compléter le chiffre qui a été donné du Shift Project, en général, et c'est vrai pour toutes les chaînes de valeur, c'est le scope 3 qui est le plus important en termes d'émissions. Et donc pour un hôpital, l'impact carbone de son soin, pour 85%, ça va être ses fournisseurs. Et donc les fournisseurs, c'est les produits de santé, c'est aussi la literie, la nourriture, etc. Et le dispositif médical a été estimé à représenter jusqu'à 20% des émissions carbone dans ce bilan pour l'hôpital. Donc c'est important. Donc forcément, quand vous nous demandez est-ce qu'il y a un impact associé au DM, bien évidemment oui. Et donc on a notre part de responsabilité pour justement améliorer cet impact. Alors on va voir comment effectivement, quelles sont les actions concrètes qu'on peut mettre en place et que j'imagine bien évidemment le secteur a commencé à mettre en place. Louis Maillot, quand vous avez imaginé votre solution qui est donc un dispositif médical, est-ce que vous avez pris en compte tout de suite cette dimension environnementale? Est-ce que vous l'avez vécu comme une contrainte? Comment est-ce que ça s'est introduit dans le processus de développement? Ouais, donc c'est une super question. Donc, je dirais peut-être contrairement à beaucoup de dispositifs médicaux, nous, notre ambition, c'est justement de contribuer positivement à l'empreinte carbone des hôpitaux, dans la mesure où l'ambition du dispositif, c'est de faciliter le retour précoce à domicile et donc d'avoir un impact fort justement sur les coûts d'hôtellerie des hôpitaux. Donc un patient qui va rester typiquement suivi pendant 5 jours, avec ce dispositif, on espère qu'on va pouvoir réduire cette durée de séjour de peut-être 1 jour ou 2 jours. Et pendant ce temps-là, le lit sera chauffé pour un autre patient, la literie sera utilisée pour un autre patient. Et donc, on va réduire les coûts carbone associés à l'hôtellerie et les coûts d'eau aussi, dont on parlait tout à l'heure, grâce à la réduction du durée de séjour. Donc, dès sa conception, dans sa destination, on pense à avoir un impact positif. Maintenant, c'est évident que dans la manière dont on conçoit le dispositif, on l'a conçu aussi de sorte à ce qu'il, dans son usage, il soit aussi optimisé. Et là, il y a plusieurs choses qu'on a faites. La première, ça a été de faire un choix de modèle d'usage de refurbishing. Et ça, il y a 4 ans, ce n'était pas quelque chose qui était évident. Je vais détailler un peu ce qu'est le refurbishing dans un instant. Mais c'est par opposition à faire du volume pour baisser les coûts et faire du jetable. Dire finalement, on va faire tellement de volume que le coût de fabrication va être tellement bas qu'on pourra jeter. Nous, on a fait le choix de faire du refurbish, c'est-à-dire on utilise et ensuite le patient va remettre dans l'emballage
avec une étiquette retour, ça revient chez nous, on nettoie, on teste et on remet en usage. Et donc c'est une contrainte d'un point de vue réglementaire, parce que voilà, ça fait de la logistique, ça fait des choix réglementaires en plus. Mais c'est vertueux, et c'est vertueux d'un point de vue de l'environnement, et c'est vertueux d'un point de vue de l'économie. Donc les enjeux sont alignés, on va dire, pour nous sur cet aspect-là. Et puis ensuite, il y a une deuxième démarche qu'on a mis en place. Il y en a d'autres, mais c'est, je pense, les deux principales. C'est dès le début du projet, c'est un projet qui est d'origine, encore une fois, américaine. Et quand on a ramené le projet en France, on a décidé de ramener aussi les sous-traitants le plus proche possible. Donc ça s'est passé aussi au moment de la crise Covid, où il y avait pour beaucoup d'acteurs du domaine des difficultés d'approvisionnement. Et donc aujourd'hui, on a ramené plus de 50% de ce qu'on appelle la valeur ajoutée avec des sous-traitants qui sont français ou même locaux, c'est-à-dire dans la région du Grand Est où on est installé. Voilà, et donc ces deux éléments contribuent fortement à notre empreinte environnementale. Alors j'allais dire quelque part, c'est facile, et je mets des guillemets, parce que du coup ça a été introduit, cette conscience de l'impact environnemental a été pris en compte dès le début du projet et dès l'imagination du produit. Aïcha Douhou, est-ce que d'une manière générale, dans le secteur et la filière des dispositifs médicaux, cette dimension environnementale est comprise? Elle est vécue comme une contrainte. Comment est-ce que ce cadre réglementaire est vécu par les startups et par les entreprises, peut-être plus généralement? Ce que je peux vous dire au niveau général, et ensuite je laisserai peut-être Florent vous donner des chiffres plus spécifiques pour le secteur des dispositifs médicaux, c'est que les dirigeants de PME et d'ETI sont de plus en plus attentifs aux enjeux environnementaux de leur entreprise. Alors que ça, c'est une enquête de 2025 avec 67% de dirigeants PME TI attentifs, alors qu'ils étaient que 30% en 2020. Donc en fait, la prise de conscience s'est accélérée ces dernières années. Ensuite, vous avez raison, effectivement, il y a différentes tailles de sociétés, des sociétés qui ont... Il y a des sociétés qui ont des obligations réglementaires et donc qui se soumettent à ces obligations réglementaires pour améliorer l'impact environnemental, et puis de leurs produits ou de leur société. Et puis, il y a aussi des plus petites sociétés, des PME, des start-up. Donc, moi, dans le cadre de mon activité, je fais du financement d'innovation, et c'est vrai que les jeunes sociétés, même si elles ont peut-être plus conscience de l'enjeu, parfois ont des priorités plus économiques que écologiques, environnementales, contrairement à RDS. Et donc là, ce sont des arbitrages. Et donc nous, on est là pour les accompagner à ce que cette priorité sur l'impact environnemental de leurs produits puisse être mise en priorité peut-être dès le début comme pour RDS. Florence Urrugue, est-ce que, et je vous laisserai rebondir, est-ce que le cadre réglementaire qui existe aujourd'hui, il est incitatif, il est contraignant, il est dans quel cadre ça se passe? Alors, je dirais peut-être remonter votre micro, parce que je ne sais pas si c'est ça qui crée des interférences, excusez-moi. Je dirais que le cadre réglementaire aujourd'hui, il est contraignant d'une certaine manière de facto. C'est-à-dire que pour pouvoir opérer, notamment dans le secteur des dispositifs médicaux, on doit respecter un certain nombre de règles. Déjà, le marquage CE est très contraignant. Et il implique ces critères environnementaux? Pas forcément. Et surtout, il va impliquer plutôt une certaine rigidité dans la façon de mettre sur le marché des dispositifs médicaux. Et donc, tout changement sur le produit va être très complexe. Donc, c'est presque un frein à une évolution. Donc si on a un produit et qu'on veut inclure des critères environnementaux, il faut le changer et donc du coup rechanger le... C'est là où quelque part l'éco-conception d'un DM, elle est très importante, et de penser dès le départ, d'avoir cette vision dès la conception du DM, c'est gagner beaucoup de temps. Parce que, exemple concret, vous avez un DM qui utilise une matière plastique quelconque, on veut la remplacer par une autre matière plastique biosourcée et recyclable. Il faut d'abord faire toute une étude de biocompatibilité au niveau de cette matière. Et finalement, c'est un marquage CE nouveau qu'il faut remettre en place, et ça peut prendre jusqu'à des années. Donc forcément, en termes de coûts, de temps d'accès au marché, d'investissement, c'est conséquent.
Néanmoins, donc effectivement, le côté contraignant, il est là et ça peut être aussi un frein à la volonté d'évoluer. Mais nous, au niveau du SNITEM, ça fait plus de 3 ans maintenant qu'on travaille sur cette thématique RSE. On a mis en place un observatoire de la RSE pour essayer de comprendre justement où en étaient les entreprises du secteur, sachant que c'est 93% de PME, hein, je le rappelle, donc c'est beaucoup de petites sociétés. Et sur le dernier baromètre de cette année, on avait 78% des entreprises interrogées qui affirment avoir une stratégie RSE déployée. C'est 2 fois plus qu'une année avant. Donc on voit qu'il y a une réelle accélération de la prise en compte de ces enjeux RSE. Il y en a 40% des répondants qui estiment que c'est un enjeu crucial pour elles, mais il y en a encore 50% qui avouent commencer seulement à s'y mettre. Donc il y a un niveau de maturité qui n'est pas forcément encore optimal. Néanmoins, il y a une vraie progression avec des enjeux qui ressortent de façon assez marquée. On a parlé bien sûr de l'éco-conception, mais c'est l'impact écologique, les émissions de GES, de gaz à effet de serre, ça arrive en top des priorités. La gestion de l'environnement légal et réglementaire, forcément, c'est aussi une contrainte. Pour opérer, il faut respecter les règles, donc il faut les comprendre, etc. Et puis derrière, il va y avoir les achats responsables. Là aussi, dans les interactions avec les hôpitaux, avec les acheteurs, etc., il y a une réelle complicité qui doit se trouver sur ce terrain-là. Et la gestion des fins de vie des produits. Puis après, effectivement, tout ce dont on a parlé, la gestion des ressources, la qualité, la toxicité, la santé, sécurité aussi. Hein. Il n'y a pas que les enjeux environnementaux, il y a aussi le volet social. Donc tout ça, ce sont des enjeux qui remontent et qui deviennent de plus en plus au cœur de la stratégie des entreprises. Est-ce que, par exemple, pour accéder à la commande publique, les critères environnementaux font partie des critères pour y accéder ? Alors c'est une très bonne question. Aujourd'hui, les établissements de santé sont comme les entreprises. On leur demande aussi de s'intéresser à ces enjeux environnementaux et on leur dit, bah oui, il faut mettre en place une politique RSE dans l'établissement et donc dans vos achats, il faut mettre des critères RSE. Donc les acheteurs sont incités à en mettre, sauf que peu sont vraiment experts du sujet. Donc ce qu'on a pu voir dans ces dernières années, c'est que dans les appels d'offres, il y avait énormément de critères RSE qui commençaient à arriver, avec des questionnaires parfois très fastidieux, très compliqués à remplir pour les entreprises, et parfois d'une telle complexité que l'acheteur lui-même ne savait pas forcément comment évaluer les offres, etc. Donc justement, ça fait l'objet d'un travail conjoint qu'on a mené SNITEM avec le C2DS, hein, qui est le club des... je sais plus l'acronyme, excusez-moi, qui regroupe les acheteurs hospitaliers sur les volets RSE, justement, et qui visait à travailler sur un outil pour aider les acheteurs à discriminer 2 dispositifs médicaux identiques dans un même appel d'offres sur le volet RSE. Et donc ce sujet, c'est l'index DM durable qui va sortir officiellement en juin et qui s'appuie sur 6 vulnérabilités et qui vise pas la perfection justement, c'est pas un affichage environnemental, mais ça permettra d'aider l'acheteur à discriminer 2 DM sur un même lot, sur un même appel d'offres, sur cet enjeu RSE. Louis Maillot, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais juste rebondir. Donc nous, effectivement, on est référencé Uniachat, et donc c'est vrai qu'il y avait des critères de RSE et en particulier environnementaux dans la procédure de référencement. Je crois que la pondération, elle est de l'ordre de quelques pourcents au global. Donc, mais malgré, on va dire, l'aspect quantitatif qui a l'air pas énorme, je pense qu'il y a un aspect soft power et un impact psychologique et une perception du produit qui est malgré tout importante, plus importante que ces quelques pourcents dans les critères, et qui contribue réellement dans le choix des hôpitaux au choix d'une solution, en particulier parce qu'eux aussi ont des KPI sur les déchets et sur les émissions de gaz à effet de serre. Et je pense que c'est valorisé au-delà en fait, de ce pur critère quantitatif des appels à projets. Alors effectivement, oui, vous vouliez... J'allais juste effectivement rebondir. Effectivement, aujourd'hui, dans la pondération, dans l'évaluation des offres, le volet RSE est pas encore suffisamment haut, mais on voit bien que la pondération a tendance à augmenter et on commence à voir certains appels d'offres où ça peut monter jusqu'à 25-30% de la note, ce qui commence à être considérable. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, le prix reste souvent le premier critère, mais malgré tout, ça peut permettre de faire la différence. Et donc, c'est très incitatif pour les entreprises de progresser sur ces enjeux. Bien sûr. Alors, on a commencé du coup à aller vers les actions et les leviers à mettre en place pour aller vers une plus grande durabilité de ces dispositifs médicaux. On a beaucoup parlé finalement de l'éco-conception, donc d'avoir cette préoccupation dès la conception du produit. Qu'en est-il finalement de l'ensemble de la durée de vie du produit ?
parce que donc il y a la dimension de recyclage, il y a les dimensions de déchets, il y a les dimensions parfois de usage unique ou pas. Donc là, on s'éloigne des solutions digitales, mais qu'en est-il de ces autres aspects, Aïcha Dou? Donc sur les aspects durée de vie, Oui. Là encore, en fait, il y a des durées de vie qui sont réglementaires. Par exemple, pour les dispositifs d'équipement, la durée, c'est 7 ans. Si je ne me trompe pas, et au bout de 7 ans, il faut changer l'équipement. Mais en fait, le sujet que les acteurs de la MedTech doivent également prendre en compte, au-delà de l'aspect réglementaire pour certains dispositifs médicaux, c'est entre guillemets la seconde vie des dispositifs médicaux. Évidemment, pas tous, mais certains. C'est la possibilité en fait, d'identifier un circuit pour aller récupérer leurs dispositifs médicaux afin qu'ils puissent être réutilisés. Par exemple, nous sommes sans doute nombreux à avoir une paire de béquilles qu'on a utilisées une fois, une attelle, etc. On l'utilise quelques jours et puis ensuite elle reste dans notre placard et d'autres personnes en rachètent. Il y a des sociétés qui commencent... alors là aussi c'est réglementé. Un produit, lorsqu'il a été acheté par un patient et remboursé par la sécurité sociale, il ne peut pas être revendu et remboursé à nouveau. Donc il y a des sociétés qui commencent à travailler sur cette seconde vie, même des grands acteurs sur des équipements, etc. Donc je pense que ça, c'est un point qui va permettre de diminuer l'impact environnemental de certains dispositifs médicaux. Après, il y a effectivement également des évolutions sur les déchets, sur est-ce que le dispositif médical doit être jeté en DASRI ou en DAOM. Soit dans une poubelle spécifique pour les dispositifs médicaux et tout ce qui a eu potentiellement un critère infectieux, et puis les déchets ménagers. Donc il y a des évolutions là-dessus aussi. Et puis finalement, il y a plein d'évolutions qui sont en cours d'expérimentation sur les emballages, sur les notices. Alors là, il y a la digitalisation de notices de médicaments. Bon, peut-être ça va arriver sur les dispositifs médicaux avec l'évolution de la réglementation aussi. Donc les autorités réglementaires avancent sur le sujet et peut-être vont pouvoir déverrouiller pas mal de choses, effectivement. Voilà. Ouais. Florence Urrugue. Oui, je voudrais juste réagir, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a énormément de créativité qui existe sur le marché, aussi bien chez les industriels que chez les professionnels de santé. Donc ça, il faut faire confiance sur le fait qu'on va trouver des solutions innovantes pour réduire l'impact carbone. Après, il y a un point qui est extrêmement important quand on parle justement de réutilisation de dispositifs médicaux. On a un marquage CE qui est vraiment un rapport bénéfice-risque. On garantit la sécurité, l'efficacité d'un dispositif médical sur une durée de vie. Donc ça, c'est très important, c'est qu'il y a une responsabilité que prend le fabricant quand il met sur le marché un DM d'une efficacité sur la durée d'utilisation qu'il a préconisée. Donc c'est très bien de vouloir prolonger cette durée de vie. Encore faut-il avoir la capacité à assumer cette responsabilité. Et donc c'est là où je mets juste un petit warning, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On est obligé de respecter la réglementation, et c'est bien qu'il y ait cette réglementation, quelque part, c'est une question de sécurité, et c'est vrai qu'on fait du dispositif médical, et avant tout, on a tous envie de progresser sur les enjeux environnementaux, mais avant tout, on soigne des patients, et on ne peut pas transiger sur la sécurité. C'est un équilibre à trouver. Voilà, donc il faut vraiment s'assurer que quand on mène ce genre d'initiative, s'il y a des acteurs tiers qui se mettent dans la chaîne de valeur, c'est très bien, mais il faut qu'ils puissent porter cette responsabilité. Ouais. Vous vouliez réagir, Louis Ouais, Maillot ? je suis tout à fait d'accord. Il y a un antagonisme absolument naturel en fait entre l'aspect réglementaire et l'aspect environnemental, en particulier sur la question des dates limites d'usage. Nous, on y est confrontés parce qu'on a un adhésif dans le produit
Et c'est vrai que la question de la durée de vie du produit est un enjeu majeur, hein, parce que du coup, on jette beaucoup de matière parce qu'elle périme vite. Et que, de fait, on est là pour soigner et pour faire un dispositif qui maintient la sécurité. Donc, on est à l'aise avec ça. Par ailleurs, il y a certainement des poches d'optimisation pour lesquelles on pourrait à la fois optimiser l'aspect environnemental et l'aspect économique. Parce que c'est vrai que pour nous, ces deux choix souvent vont main dans la main. On a rarement eu des cas où il fallait choisir l'un contre l'autre. Après, c'est peut-être spécifique à notre solution. Tout en garantissant la sécurité du dispositif. Et donc là, je pense qu'il y a peut-être aussi un aménagement des règles, notamment sur les tests de vieillissement, qui permettrait de libérer de l'économie et capturer du carbone en garantissant la sécurité des dispositifs. Et ce serait quoi, par exemple ? Concrètement, voilà, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de choix de manière indépendante des fabricants qui prennent les décisions. Aujourd'hui, on n'est pas indépendant, on a un Notified Body et il faut qu'on se mette d'accord avec le Notified Body sur ces règles-là. Et aujourd'hui, il y a le Notified Body qui va être très conservateur sur l'application des règles. Et puis, on va avoir les fabricants de matières brutes aussi qui vont mettre des DALU sur leurs matières sur lesquelles ils ne vont pas transiger non plus. Donc, concrètement, avoir plus de flexibilité sur la démonstration de la performance pour l'extension des DALU par rapport voilà, aux autorités compétentes Notified Body, ça permettrait de jeter moins de matière fraîche, on va dire. S'il y avait une action finalement à pousser dans chacun de vos secteurs, ce serait laquelle en guise de conclusion, puisqu'il nous reste un peu plus de 2 minutes pour cette table ronde. Qui veut commencer ? Est-ce que par exemple, Aïcha, ce serait sur les critères de sélection quand vous choisissez des projets pour les accompagner, pour les aider, pour investir avec elles ? Est-ce que ce serait par exemple sur ce volet-là ? En fait, ce volet-là, on l'a déjà intégré dans tous nos financements France 2030, hein, en tant qu'opérateur de l'État, mais également en tant que BPI France, Banque du Climat et notre plan climat. Nous évaluons les entreprises sur leur impact sur les 6 critères de la taxonomie, donc diminution des gaz à effet de serre. Donc voilà, ces critères environnementaux sont déjà intégrés dans nos grilles d'évaluation pour le financement des projets. Et de l'autre côté, nous accompagnons les entreprises avec différents produits, diagnostics éco-conception, décarbonation, éco-flux, des accélérateurs pour les faire monter en compétences sur cette question-là. Et donc moi, mon plan de conclusion, je pense qu'il faut pour nos startups innovantes que ce soit éco-conception. Merci Aïcha. Florence Urrugue. Alors, mon premier souhait, je pense que ce serait de renforcer le dialogue. Parce qu'en fait, pendant longtemps, on a opposé la santé, les professionnels de santé d'un côté et le méchant industriel pollueur de l'autre. Je pense que là, tout le monde maintenant avance dans la même direction. On voit bien que c'est des progrès, on est tous concernés en tant que citoyens, en tant que professionnels, etc. Et que pour avancer ensemble, trouver des solutions, il faut échanger, il faut dialoguer et construire ensemble ces solutions. Ça, c'est le premier point. Pour les entreprises, un enjeu majeur, c'est d'embarquer la gouvernance des entreprises. Parce qu'on voit bien qu'il y a un progrès, il y a une maturité qui est en train de se développer, mais ce n'est pas un enjeu d'une personne motivée dans son coin dans une entreprise. Il faut que ce soit vraiment dans l'ADN du comité de direction. Donc ça, c'est vraiment un enjeu. Et puis finalement, côté établissement de santé, on a un outil qui va sortir, là, qui est tout chaud. L'index DM durable. Il faut s'en emparer. Je pense que c'est vraiment une bonne solution de faire en sorte que les entreprises vont progresser dans la collecte des données, dans la démonstration de l'efficacité de leurs produits sur ces enjeux RSE. Et potentiellement, ça fera la différence demain. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois pour cette table ronde sur les dispositifs médicaux et sur la durabilité en santé. Merci bien. Merci beaucoup.